réalisation de ce sentiment d'injustice organisationnelle, nous allons essayer de détailler un petit peu plus ces concepts. Donc, à titre de rappel, cette approche de théorie de justice organisationnelle dispose, en fait, de manière générale, que tout salarié ressent un jugement de justice concernant ce qu'il reçoit de son organisation, sur un premier niveau, sur un deuxième niveau, sur les procédures auxquelles il est soumis, et sur un troisième niveau, par rapport à la manière interpersonnelle selon laquelle il est traité. Donc on est en train de parler des trois dimensions de la justice organisationnelle, à savoir la dimension distributive, la dimension procédurale et la dimension interpersonnelle. Bien évidemment, donc, comme vient de le souligner, la justice distributive, c'est toujours selon deux niveaux d'analyse. Un premier niveau par rapport à toutes les contributions par rapport à mes rétributions. Donc, tout ce qui est effort au travail, tout ce qui est assiduité, tout ce qui est compétence, tout ce qui est rendement, on balance contre des rétributions qui sont effectivement un salaire, des primes, des promotions, des reconnaissances, des motivations, etc. Et puis un deuxième niveau d'analyse qui va, je dirais, comparer ce ratio personnel à des ratios de personnes, je dirais, référentes. Je dirais également que ce concept de justice organisationnelle il prend bien évidemment sur un plan purement théorique et il prend je dirais la prolongation de la théorie de l'échange social de manière générale, selon laquelle je dirais, les attitudes et les comportements des salariés sont déterminés par les bénéfices qu'ils reçoivent de leur employé. Donc, après avoir, je dirais, cité ces différentes dimensions, pour nous permettre en fait de bâtir notre modeste intervention en termes de retour d'expérience, essentiellement par rapport au rôle de l'État dans l'instauration de la justice organisationnelle, on va essayer, si vous permettez, d'analyser l'état actuel, je dirais, de la justice organisationnelle au sein du service public de manière générale, selon les attributs qui ont été, je dirais, fixés sur un plan théorique pour juger la justice ou bien l'injustice organisationnelle selon chacune des dimensions. Donc, pour la première composante qui est le salaire, vous le savez très bien, donc le salaire au niveau du service public est réglementé par le statut général de la fonction publique. C'est vrai, il prétend pas à l'égalité, mais malheureusement, il a créé beaucoup de tensions qui sont actuellement, on les vit actuellement, beaucoup de conflits, notamment entre les corps, parce qu'on ne statue pas encore au niveau de l'administration publique de manière générale sur qu'est-ce qu'on est en train de rétribuer, qu'est-ce qu'on est en train de rétribuer l'effort. Et donc, je dirais maintenant pourquoi on peut payer plus cher un ingénieur beaucoup plus qu'un administrateur, parce que c'est un débat d'actualité au sein du service public. Est-ce qu'on est en train de rétribuer la qualité du travail? Et du coup, on doit en fait instaurer des procédures claires de fixation d'objectifs, qu'on vient de le souligner cette mot, parce que c'est vrai, les attributions, on est quelque part en avance par rapport à la fixation des attributions, par des fiches postes, etc. Mais le consentement sur la définition des objectifs et la répartition des moyens, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc
si on est en train de rétribuer le rendement, c'est une autre problématique. Donc c'est pourquoi je vais essayer de scinder en deux blocs. D'abord pour le bloc salaire et ensuite pour le bloc prime, rendement, reconnaissance, etc. Donc pour le salaire, comme vous le savez tous, donc il est régi par le statut général de la fonction publique. Bien évidemment, il y a des statuts particuliers d'un certain nombre de corps, donc notamment les ingénieurs, les médecins, etc. Donc c'est des statuts particuliers. L'ensemble forme, je dirais, un référentiel de rétribution, entre guillemets, qui ne fait pas, en fait, je dirais, l'unanimité par rapport à son équité, parce qu'on est toujours dans un stade de questionnement par rapport à est-ce qu'on est en train de chercher l'égalité ou bien est-ce qu'on est en train de chercher l'équité. L'État, malheureusement, en tant que parfois avec la casquette de gendarme, donc est beaucoup plus tenté d'établir des règles d'égalité, beaucoup plus que des règles d'équité. Et ça fait beaucoup plus de frustration, ça fait des stress au niveau de cette perception de la justice organisationnelle au niveau du personnel de l'administration publique de manière générale. Sur un plan procédural, notamment pour cette composante de prime, rendement et reconnaissance, effectivement, les procédures, c'est pas ce qui manque au niveau de l'administration. Malheureusement, je suis tenté de dire en fait que l'état actuel de ce concept de justice organisationnelle au niveau de l'administration publique reflète fidèlement ce que disait Aristote même avant Jésus-Christ, que la grande injustice est d'essayer de traiter inégalement des choses inégales. Donc essayer de traiter des choses également des choses qui sont inégales. Donc on essaie de mettre en place des procédures, alors qu'au fond, normalement, cette recherche d'égalité elle-même fait des frustrations et fait des ressentis d'injustice organisationnelle. Il y a également le problème des niveaux hiérarchiques au niveau de l'administration. Malheureusement, supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire, il est souvent juge du parti dans l'évaluation. Et malheureusement, c'est un biais. D'ailleurs, sur un plan théorique, il y a des règles qui ont été établies pour qu'elles soient appliquées en amont de la prise de décision, notamment dans la distribution des ressources et dans essentiellement la cohérence des procédures, l'absence des biais, la précision, la correction, la représentativité et l'éthique. Donc on peut dire en fait que sur le plan représentativité, il y a tout un arsenal je dirais, qui garantit la représentativité des représentants du personnel de l'État dans les commissions paritaires, notamment dans le cadre des sanctions, etc. Mais malheureusement, sur le plan évaluation de rendement, on assiste à certains billets des procédures, notamment en ce qui concerne le niveau hiérarchique qui est juge parti, au niveau de la non-neutralité des décisions, l'indépendance des juges par rapport au supérieur hiérarchique, je dirais, plus 2 et plus. Il y a des déficits en ce qui concerne la justification des décisions, etc. Donc, par rapport à ce qui est procédural, en fait, il y a beaucoup de biais. Il y a un problème également des voies de recours. Malheureusement, c'est un des biais les plus importants sur le plan de cette perception de justice procédurale. Donc, on manque de voies de recours au cas où un sentiment d'iniquité, je dirais, a été ressenti.
essayer, en fait, je ne vais pas être trop long dans mon intervention, je vais essayer de terminer par mon expérience professionnelle actuelle au sein de la Fondation des œuvres sociales, qui est pour moi, en fait, un processus, je dirais, qui est informel pour la régulation, à la recherche d'une meilleure solidarité, et qui reste en fait un des outils à déployer pour stimuler ce sentiment d'équité et de justice organisationnelle au sein des administrations publiques. Donc on est, parce que finalement, puisque les procédures et puisque les statuts de rémunération, bien évidemment, ils rémunèrent les postes, ils rémunèrent la fonction, ils rémunèrent la formation, bien évidemment, on ne peut pas assister à une égalité de rémunération, mais on essaie d'activer des processus, je dirais, informels pour stimuler cet esprit de solidarité entre le personnel de l'État, parce que, bien évidemment, c'est comme si on essaie un autre processus de réallocation des ressources de l'organisation vis-à-vis du personnel d'État, je dirais, entre guillemets, des moins alotis en termes de ressources, notamment les ressources en termes de salaire et de prix. Donc c'est pourquoi à chaque fois, en fait, dans tout ce qui est bénéfice social au sein des fondations, bien des associations de l'ordre social, on est beaucoup plus orienté vers la pondération positive, je dirais des échelles un peu basses, au détriment des échelles et bien des fonctions qui sont bien rémunérées sur le plan statutaire. Donc, à titre de synthèse, permettez-moi de partager avec vous quelques points rapidement par rapport à quelques procédures dans le service public de manière générale. Donc, par rapport, à titre d'exemple, la procédure de rémunération. Donc, normalement, l'État, dans le cadre de son rôle qu'il est interpellé à jouer pour renforcer cette justice organisationnelle, est appelé à réviser de manière générale tout ce qui est référentiel de rémunération, donc le statut général et les statuts particuliers du personnel de l'État, pour justement résoudre ce qu'on vient de dire, cette problématique des corps et des conflits qui nourrissent ce sentiment d'injustice et de mal-être, et s'inscrire dans la logique de récompense de la performance. Il est également donc interpellé à réviser les procédures, notamment la procédure de rémunération. Donc on doit pouvoir s'orienter vers l'exhaustivité des critères qui sont retenus pour mesurer tous les aspects de l'emploi. On est appelé également à renforcer, je dirais, l'uniformité de la démarche pour évaluer ce qu'on appelle l'ajustement salarial, et les représentants des salariés qui présentent, à mon sens, une problématique au niveau du service public de manière générale. C'est vrai que les procédures garantissent une représentativité du personnel au sein de l'ensemble des commissions qui, entre guillemets, prennent des décisions par rapport à la récompense et par rapport à la sanction du fonctionnaire de l'État de manière générale, mais des questions se posent essentiellement sur la compétence de ces représentants des salariés à établir, je dirais, cette équité salariale et ce sentiment de justice organisationnelle.
Par rapport aux procédures d'évaluation du rendement, donc, comme on vient de le dire, donc, malheureusement, on assiste parfois à des évaluateurs qui ne se connaissent pas dans le métier évalué. Donc, on doit veiller dans le cadre de cet établissement de procédure à ce que l'évaluateur doit connaître le travail de l'évalué, à ce que le feedback doit être fréquent et clairement communiqué, affiché sur des bases documentées de prise de décision et de critères. Il y a également les procédures qui font l'actualité au sein de l'administration publique de manière générale, les procédures de l'appel à candidature pour l'occupation des postes vacants. Donc, ce sont des procédures de sélection qui doivent être en fait revisitées, à mon sens, pour qu'elles soient plus pertinentes. Et on doit y inscrire des critères de sélection qui sont liés aux exigences du poste pourvu pour appel à candidature. Ces procédures doivent donner l'opportunité aux candidats de faire valoir les compétences et doivent également leur donner l'opportunité de vérifier l'exactitude ou bien la légitimité des résultats affichés et des décisions prononcées. Et on doit assurer ce fameux feedback rapide qui explique convenablement et honnêtement la procédure des tests de sélection et de traitement des candidats dans des meilleures conditions interpersonnelles de manière générale. Je vais achever mon intervention par, à mon sens, c'est une des pistes de recherche qui sont pertinentes pour l'administration publique de manière générale. C'est que il paraît, bon, puisqu'on est en train de proposer une piste de recherche, il paraît que ce concept de justice organisationnelle peut jouer un rôle important dans l'explication du niveau, loin d'être honorable, qu'on occupe sur le rang de la corruption au niveau du service public de manière générale. À mon sens, c'est le sentiment de l'injustice organisationnelle qui explique dans des variances très importantes ce processus informel qui est en train d'être établi au sein de l'administration publique de manière générale pour, je dirais, se venger entre guillemets et pour rééquilibrer la répartition des ressources au sein de l'administration. Je vous remercie pour votre intervention. J'espère que c'était quelque part ici. Merci beaucoup, M. Bessati. Je vous confirme que ça a été très utile. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on retrouve beaucoup d'éléments dans votre présentation. Donc, on retient un petit peu que la justice organisationnelle est un concept multidimensionnel. Donc, on retrouve la dimension distributive, la dimension procédurale, donc, qui est aussi très importante. On voit la manière dont est allouée la rétribution, c'est-à-dire de manière équitable, transparente. Vous avez parlé également de la dimension interpersonnelle, qui est aussi très importante, donc qui marque l'importance du traitement que reçoivent les salariés de la part des managers. Donc autant au niveau des deux premières dimensions, c'est-à-dire la dimension distributive et la dimension procédurale, donc on ressent que le sentiment de justice, on l'attribue plutôt à l'organisation, au système. Alors que dans le niveau de la dimension interpersonnelle, donc le sentiment d'injustice, on l'attribue directement au manager ou au supérieur hiérarchique direct. Donc nous sommes bien ici dans la sensibilité de la qualité du traitement qui est interpersonnel, indépendamment des décisions qui sont prises par l'organisation. Donc, compte tenu de ces dimensions que vous avez évoquées, donc, il en résulte certainement des applications managériales en termes de management, leadership,
et aussi psychologique de premier ordre. Donc, vous avez évoqué aussi d'autres éléments par rapport le rôle de l'État et de l'administration publique dans cette atteinte de la justice organisationnelle. Donc c'est vrai que c'est clair que l'administration publique marocaine se doit de fournir beaucoup d'efforts de définition, de communication et de révision du statut général de la fonction publique, pour uniformer également beaucoup de procédures qui fondent le mérite et l'évaluation du rendement du personnel. Donc il faut dire que cela suppose une adhésion et un consensus de la part de l'ensemble des acteurs de l'organisation. Donc c'est ce type de projet collectif qui pourrait renforcer justement la cohésion et la performance de l'organisation. Merci beaucoup, M. Dessessi, et je passe tout de suite la parole à professeur Vidal. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais aborder cette question de la justice organisationnelle uniquement d'un seul côté de la formation. Très simple. Moi, je me suis posé la question suivante. Lorsque quelqu'un rentre dans une organisation, ne connaît pas cette organisation. Donc il est là, il est rentré pour d'abord apprendre. Et apprendre de ses collègues, mais surtout de ses anciens. D'accord ? Et donc, parfois, on est confronté à ce blackout sur l'information. Et donc, cette injustice de transférer la connaissance et la compétence, c'est-à-dire de nos ancêtres, c'est-à-dire gens qui nous ont précédés dans l'organisation, et des gens qui connaissent d'autres choses, mais qui sont, je dirais, dans la proximité générationnelle. Voilà mon... Alors, je vais commencer par ce qui m'accroît. Lorsqu'on travaille, on a des droits et on a des devoirs. Très simple. Très bien. Donc, on doit respecter et nos droits et nos devoirs. Or, l'organisation a des devoirs envers nous. C'est-à-dire, grosso modo, la joie, le bonheur, le bien-être, etc. Nous avons aussi un devoir envers l'organisation. C'est d'être performant. C'est donnant. Il n'y a pas de... Alors, cette notion de justice, c'est une notion très complexe, très compliquée, comme l'ont dit mes collègues avant moi. Et par conséquent, lorsqu'on a transféré cette notion de justice à l'organisation, c'était beaucoup plus pour protéger les employés, les cadres, contre les risques psychosociaux. Voilà, tout simplement. Et par conséquent, je vais revenir à cette notion de justice qui est pour moi une notion très très importante. Alors, la première des choses, la notion de justice renvoie à une notion d'équité, à une notion d'honnêteté et à une vertu. Ça, c'est la première explication de la justice. La deuxième explication, elle renvoie au respect du droit d'autrui. Donc, on fait référence ici au droit. Donc, respecter le droit d'autrui. C'est la deuxième connotation de ce concept de justice. Troisième connotation de ce concept de justice, c'est la capacité à rendre le droit. Capacité à rendre le droit. Et donc, si vous êtes manager dans une organisation,
Il faut rendre justice à quelqu'un lorsqu'il y a une certaine injustice. Et le quatrième, c'est le caractère de tout ce qui est juste. Alors, en cherchant ces explications, on n'a rien expliqué en réalité. Parce que, et là, je vais faire référence à plusieurs auteurs avant d'arriver à la justice organisationnelle. Alors, j'ai essayé de... Ça fait longtemps que je cherche dans cette thématique de la justice. J'ai trouvé beaucoup d'explications philosophiques de la justice, mais qui ont beaucoup de significations. La première signification, c'est qu'on ne devient pas juste parce qu'il y a des lois, non. C'est que on porte en nous cette justice. Et comme le disait Alain, qui est un grand philosophe, il disait l'homme juste agit d'une façon juste parce qu'il porte la justice en lui. Alors en d'autres termes, il y a le facteur éducation quelque part qui est là. La famille, le quartier, etc. Donc on ne devient pas juste parce qu'on est responsable dans une organisation, on est juste parce qu'on porte cette justice en nous depuis notre enfance. Ça, c'est le premier facteur. Je dirais la première explication de cette notion de justice. Alors, on peut être juste, nous, mais qu'il n'y a pas de justice dans l'environnement. C'est-à-dire que le concept de justice est un concept systémique. Et Merleau-Ponty a bien écrit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit on ne peut pas être juste tout seul, à l'être tout seul, on cesse de l'être. Voilà. Et par conséquent, Merleau-Ponty a donné cette conception systémique de la notion de justice. Alors maintenant, est-ce qu'on est juste parce que c'est une culture personnelle ou est-ce qu'on est juste parce qu'on applique la loi? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont injustes par rapport à notre perception. Et par conséquent, et là, ça renvoie à la notion d'équité. Hein? Et Aristote disait très simplement, et d'une manière très complexe aussi, hein, simplement, mais d'une manière aussi complexe. Il disait que l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi. L'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais c'est un correctif de la justice légale. Voilà. Et par conséquent, oui, l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. C'est-à-dire que lorsque vous dirigez dans une organisation, même si vous voyez quelqu'un qui est juste, c'est-à-dire intrinsèquement juste, il doit l'être par rapport à la loi de l'organisation. Et c'est ça le grand problème, cette acrobatie qui est très complexe. C'est comment maintenir cette balance entre la justice intrinsèque de la personne et la justice légale, c'est-à-dire la justice selon la loi. Donc, pourquoi je dis tout ça? Pour la simple raison de dire que ce concept
concept de justice appliqué à l'organisation va devenir encore plus complexe. La justice, d'abord en général, est complexe. Alors, et c'est pour ça que si on prend la France en exemple, on va voir que cette notion de justice organisationnelle en tant que loi est apparue le 4 août 1996. Ça, c'est un pays démocratique. Mais c'est une apparition. C'est-à-dire qu'il y avait, au fur et à mesure, des améliorations, des corrections, etc. Donc, justice organisationnelle, c'est un concept par rapport à l'évolution, à la décomptation scientifique, c'est quelque chose qui est très récent. Hein, par rapport à la France, hein, je cite la France. Très bien. Alors, disons que jusqu'à 2015, cet article de 96 a été encore modifié en France. Il y a des affaires devant la justice et devant les prud'hommes en France qui n'ont pas été tranchées jusqu'à aujourd'hui parce que il y avait toujours un problème d'interprétation. Hein? Et il n'y a de justice que de perception de justice. Attention. Parce qu'on ne peut pas mesurer. Très difficile. Bien sûr, il y a des indicateurs pour mesurer. Mais même ces indicateurs font référence à la perception de la justice. Très bien. Alors, j'ai montré la complexité du concept de justice. J'ai essayé de montrer l'actualité du concept de justice organisationnelle. Et maintenant, je vais l'appliquer uniquement, et selon plusieurs auteurs, à ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme très à la mode, le knowledge management, ou le transfert des compétences. Donc, si vous rentrez dans une organisation, est-ce que vous allez être formé ou pas? Est-ce que vous allez sentir une injustice concernant la formation ou une justice? Et là, il y a un grand problème. Il y a un grand problème parce que les études ont démontré que cette notion de transfert de compétences d'une génération à l'autre, ou de des personnes qui sont à peu près dans la même catégorie d'âge, c'est quelque chose qui est très complexe. Vu la notion de justice, vu la notion de justice organisationnelle, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et je vais citer, parce qu'il y a des études, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, je vais citer, je dirais, quelles sont ces variables dont dépendent la justice organisationnelle dans la formation. D'abord, il y a 3 grands facteurs. Premier facteur, ou l'ensemble des facteurs, ce sont les facteurs liés à l'organisation elle-même. C'est-à-dire la nature de l'organisation dans laquelle on est. Premièrement. Deuxième catégorie de facteurs, ce sont les facteurs liés à la culture de l'organisation et des gens qui travaillent à l'intérieur de l'organisation. Et le troisième bloc de facteurs, ce sont les facteurs liés aux acteurs. C'est-à-dire les formateurs, les formés, ceux qui planifient la formation, ceux qui vont délivrer ou dispenser la formation, etc. Donc voilà, grosso modo, lorsqu'on parle de justice dans le transfert des compétences intergénérationnelles ou des compétences de des gens qui sont dans la même catégorie d'âge, il faut faire référence à ça.
Mais pour arriver à là, il y a énormément, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont été réalisées en Angleterre, aux États-Unis, rarement en France. Alors, je vais prendre d'abord les facteurs liés à l'organisation. C'est-à-dire pour qu'il y ait une justice dans la formation uniquement. Alors, d'abord, il y a les conditions de travail. Est-ce que les conditions de travail permettent cette logique d'apprentissage et cette logique... donc, la justice liée à ce facteur a été démontrée par plusieurs auteurs, entre autres Lefebvre, Argot, etc. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont fait uniquement cette liaison justice, formation, conditions de travail. D'autres auteurs, toujours dans ces facteurs organisationnels, d'abord le support social et le support organisationnel. C'est-à-dire quels sont les mécanismes et les conditions sociales organisationnelles qui vont favoriser et encourager les acteurs à s'engager dans une activité de partage des connaissances. Et là, il y a plusieurs auteurs qui ont démontré, notamment Dugage, Chevrier, Rossian, etc. Et les études que je cite sont très récentes, attention. C'est des études qui datent de 2004, 2008, 2009. Donc le deuxième facteur, c'est ce support social et organisationnel. Le troisième facteur, c'est le facteur lié à la reconnaissance. Y a-t-il un système de reconnaissance dans l'organisation ou il n'y a pas de système de reconnaissance? Là aussi, les études qui ont démontré ce facteur-là datent de 2005. C'est 2005. Et on continue, on a des études de 2010 et de 2011. Très bien, toujours dans les facteurs organisationnels, il y a un autre facteur, une autre variable. Est-ce que dans l'organisation, il y a une communauté de pratique? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de pratique? Très simple. Ni كندخلوا لواحد المؤسسة كنقولوا هادو هما العارفين بالخبايا هذه الميدان. هذيك هي la communauté de pratique, c'est-à-dire tout simplement ملي كنمشيو لشي مستشفى par exemple تيقولوا لنا هذا راه البروفيسور فلان الفلاني أو شي مؤسسة هذا راه من كبار المهندسين إلى آخره. Donc, la communauté de pratique, c'est elle qui va veiller au transfert de connaissances et donc à la justice organisationnelle liée à la formation et au transfert de la connaissance. Là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont démontré cela. Alors, il y a un autre facteur qui dépend de l'organisation aussi, c'est le soutien du manager direct. Et le soutien du manager direct, c'est-à-dire هذاك اللي غايقول لك ودي راه مزيان سير تقرا او لا اللي غتقول له غنمشي نقرا يقول لك لا ما تمشيش ما تقراش اخويا واخا المؤسسه هي اللي دايره لا فورماسيون ما عندكش الحق تمشي. Donc, y a-t-il un soutien du manager ou pas? Parfois, c'est légal, c'est votre droit. Et on vous empêche, et on va vous trouver le prétexte pour raison de service. Donc, ce facteur soutien du management direct, lorsqu'il y a un management de proximité, ça c'est un facteur essentiel. Et puis, un autre facteur organisationnel, c'est est-ce qu'il y a de la communication, est-ce qu'il y a de la technologie de l'information? Parce que là aussi, on peut faire de la formation, c'est-à-dire rendre équitable cette formation via l'utilisation des supports technologiques dans le transfert des connaissances. Voilà, grosso modo, si vous voulez, les premiers facteurs
de justice organisationnelle pour le transfert de la connaissance. Deuxième, ce sont les facteurs liés à la culture. Et ces facteurs liés à la culture sont très simples. Je vais rapidement, pour ne pas être très lourd, d'abord, est-ce que l'entreprise ou l'organisation a une vision stratégique ou pas? Il y a une vision stratégique. Donc le premier facteur lié à la culture, c'est sa vision stratégique. Deuxième facteur, est-ce qu'il y a un travail d'équipe? Est-ce qu'il y a de la coopération? Ou pas? Parce qu'il y a de la coopération, il y a un travail d'équipe. Bien sûr, la mutualisation est très facile. Et donc la notion de justice liée à la formation est là, systématiquement. Troisième facteur, c'est la notion de leadership éthique. Leadership éthique, c'est quelqu'un qui va jouer le rôle de fer de lance dans la formation et qui va faire de telle sorte à instaurer, à faire évoluer la formation que de cocotte parce qu'il y croit et d'une manière juste, équitable. La formation, donc la notion de leadership éthique, c'est une notion, dernière notion dans les facteurs liés à la culture, le système de valeurs. Est-ce qu'il y a un système de valeurs dans l'organisation ou il n'y a pas de système de valeurs? Voilà les facteurs qui sont liés à la culture. Maintenant, il y a des facteurs qui sont liés aux acteurs. Les étudiants, ils ont fait un grand effort pour organiser et je remarque les gens qui sont absents. Donc les acteurs ne sont pas intéressés ou on n'a pas su les intéresser ou, en tout cas, la notion de motivation pour le partage de pouvoir, pour l'acquisition du savoir, est une notion fondamentale. Elle est liée bien sûr à l'organisation, ça, elle est liée aussi, elle est intrinsèque, elle est liée à la personne. Et par conséquent, lorsque je parle de ça, je vais parler d'un autre élément qui est fondamental, qui est lié à l'organisation, mais aussi à la personne, la notion de confiance. Je vais me former, d'accord, pour être beaucoup plus performant, mais quel est le retour de l'organisation? Donc la notion de confiance est une notion fondamentale dans la justice organisationnelle. Un autre élément lié à l'acteur ou aux acteurs en général, c'est la culture de l'interaction et de la communication et de l'échange. Il partage donc c'est une notion, la notion de communication, d'interaction, d'échange. Et puis il y a le facteur psychosocial, les attitudes de tout un chacun de nous. Les attitudes sont des facteurs essentiels qui ont, vous savez que maintenant les attitudes c'est très très compliqué, très complexe, qui ne sont pas uniquement liés à l'acteur et à l'organisation ou à la culture de l'organisation, mais qui sont liés à plusieurs autres éléments. Et nous avons la reconnaissance de la compétence. Est-ce que l'organisation reconnaît les compétences ou pas? Le fait de ne pas reconnaître les compétences pousse à une certaine injustice dans l'organisation. Et par conséquent, et ça c'est un facteur pour moi essentiel, si on ne reconnaît pas la compétence, on va fonctionner, je dirais, selon l'arbitraire. Jusqu'au moment où on va trouver l'organisation en train de chuter. D'autres facteurs, c'est les acteurs
est-ce qu'ils ont une capacité d'absorption ou pas? C'est un facteur essentiel. La capacité d'absorption, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un effet de saturation psychologique ou pas? Est-ce qu'il y a eu un effet de saturation en termes d'ingurgitation de compétences ou pas, etc. Donc, ce sont ces éléments-là. Et le dernier, c'est la notion d'appropriation. Est-ce que lorsqu'on partage des compétences, on va se les approprier, chacun de nous, et donc pour les mutualiser, afin de faire boule de neige et aller de l'avant, ou est-ce que cette appropriation, parce que l'appropriation va signifier l'application. Je ne fais pas de la formation pour la formation, je fais de la formation pour être performant et aussi performant que mes collègues. Voilà pourquoi je fais de la formation, et afin de participer à la performance de l'organisation. Donc tous ces éléments-là de transfert de compétences vont générer une injustice ou une justice, mais existent parce qu'il y a une justice de l'organisation. Les deux. Donc nous sommes dans une dialectique. Alors voilà, grosso modo, lorsque je parle de motivation, lorsque je parle de ça, je vais vous donner quelques chiffres et je terminerai sur ça. Je vais donner quelques chiffres qui m'ont choqué. Dans des études qu'on a réalisées ici. Par exemple, dans le secteur de la santé, qui est un secteur très sensible, un secteur qui a un poids dans la société, le transfert des connaissances intergénérationnelles n'agit que pour 30%.